S'il faut retenir une chose de l'œuvre et de la vie d'Aristote, c'est que l'histoire ne fait pas de cadeaux. Voici en effet un type qui est l'un des plus grands penseurs de tous les temps, et s'il est connu aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est surtout grâce au Monty Python. C'est un peu comme si, dans 2000 ans, on demandait aux gens ce qu'ils pensent du physicien Stephen Hawking, et qu'ils vous répondaient « Oui, je le connais, il paraît qu'il avait une sacrée descente ». Aristote avait beau être un grand philosophe, il n'en était pas moins en prise avec la société de son époque. Il a même été le premier dans toute l'histoire de l'humanité à établir la liste de tous les médaillés olympiques. Imaginez Aristote accoudé au comptoir d'un café avec son pote Platon. « Tu me donnes une année au hasard et je te dis qui a gagné le saut à la perche ?» Les Grecs de l'Antiquité se posaient les mêmes questions que nous, sauf que nous arrêtons très tôt de nous les poser. Jusqu'à l'âge de 5 ans, tout nous intéresse. Maman, papa, pourquoi un chat ça ne parle pas? La lune, elle pèse combien? Qui c'est qui a inventé le fromage? Ce qui a le don d'énerver l'adulte moderne, qui se braque immédiatement. Il me pompe l'air ce gosse avec toutes ces questions, je vais le mettre à l'école, ça le calmera. Les Grecs, eux, avaient plus de suite dans les idées. Nous allons essayer de voir en quoi la pensée d'Aristote a eu une influence non seulement sur son époque, l'une des plus fécondes de toute l'histoire de l'humanité, mais également sur toutes celles qui ont suivi, y compris la nôtre. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y avait-il une telle concentration de philosophes chez les Grecs de l'Antiquité? Manifestement, la mode était alors au type très malin qui cherchait en permanence à tout expliquer. Et puis, pour une raison inconnue, à un moment de leur histoire, les Grecs ont décidé de laisser tomber la philo pour devenir coiffeurs. Il y eut peut-être une période de transition où les deux professions se sont mêlées. Votre coiffeur vous disait « Alors comme ça, aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Vous avez de la chance, vous savez, parce que si vous étiez une âme, vous iriez au boulot tous les jours, car l'âme ne connaît pas de repos. » Ce qui s'est passé, c'est que vers 700 avant Jésus-Christ, une nouvelle génération de petits paysans, portés par l'amélioration des rendements des terres agricoles, s'est mise à contester le pouvoir détenu par les grands propriétaires terriens. La tension a monté entre les deux groupes, l'aristocratie ayant tendance à considérer les petits agriculteurs comme des vaches à lait. Ces derniers sont devenus de plus en plus contestataires, estimant avoir désormais leur mot à dire dans la manière dont étaient gérées les cités. L'histoire de ce conflit et des solutions adoptées pour le résoudre est en fait au cœur de l'œuvre d'Aristote. Dans la politique des Athéniens, il analyse la constitution rédigée pour Athènes par un certain Solon, l'un des tout premiers textes de ce genre, qui plus est écrit en vers. Une constitution qui met notamment en avant le principe suivant. Vous, dont les coffres sont pleins et débordent, mettez un frein à votre soif de gain. Quel homme politique actuel serait assez inspiré par son propre programme pour en faire un poème? Chez les travaillistes britanniques, certains essaient, c'est vrai. Vous, dont les coffres débordent et sont pleins, achetez un hôpital, c'est bien. Le système proposé par Solon a très certainement donné naissance à la première démocratie. 30 000 personnes avaient le droit non seulement de voter, mais également d'assister aux réunions de l'Assemblée et de prendre la parole. Je signale quand même, avant d'aller plus loin, que cette merveilleuse civilisation reposait aussi sur la pratique de l'esclavage. Nous y reviendrons. La première mesure de la jeune démocratie a été d'annuler la dette contractée par les petits paysans auprès de l'aristocratie. Puis, 6 000 jurés ont été désignés par tirage au sort. Les jurés, comme les membres de l'Assemblée, étaient payés, ce qui permettait à tous les citoyens, même les plus pauvres, de se présenter. C'est dans cette Athènes démocratique que va naître une nouvelle ère de la philosophie, préfigurant une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Tout au long de l'ascension de cette cité-État, il s'est trouvé des gens pour s'interroger sur le mouvement des planètes, sur la mécanique des corps et sur ce qui devait être la vie idéale. Ils avaient tout le loisir de penser à ces questions fondamentales grâce aux richesses produites par le système de l'esclavage. C'était par exemple le cas de Pythagore, vénérable penseur natif de l'île de Samos, dont les partisans ne plaisantaient pas avec la morale. Ne laissez pas les hirondelles s'installer sous votre toit. Ne ramassez pas ce qui est tombé. N'entamez pas une miche entière. Ne mangez jamais de haricots. Les mathématiciens comme Pythagore ne juraient que par les maths, car pour eux les nombres représentaient la perfection. Un peu comme dans la blague du prof qui demande combien font 2 fois 2. L'élève répond 4, et le prof lui dit « Très bien ». Comment ça, très bien, répond l'élève. Vous voulez dire parfait? Les premières études sérieuses d'anatomie ont été faites par un certain docteur Hippocrate, qui a donné son nom à un serment bien connu. Étonnant d'ailleurs le nombre de traces qu'ont laissé dans le langage moderne tous ces vieux philosophes. Platonique, par exemple, vient de Platon. On voit mal nos grands hommes actuels passer ainsi à la postérité. Il y a peu de chances que dans 2000 ans, on dise de quelqu'un qui bafouille qu'il a des tendances prescottiques, en l'honneur du vice-premier ministre britannique John Prescott.
Vers 470 avant Jésus-Christ, 90 ans avant la naissance d'Aristote, Athènes contrôlait un empire qui s'étendait sur toute la Grèce et une partie de l'Italie et de la Turquie actuelle. Les Athéniens devaient à l'époque se sentir aussi forts que les Anglais sous le règne de la reine Victoria. Convaincus de leur toute-puissance, les philosophes grecs se sentaient en mesure de percer les secrets de l'univers. Socrate et ses confrères étaient considérés comme des vedettes par leurs contemporains, comme en témoigne un épisode rapporté par Platon. Socrate réfléchissait un jour à une question qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il s'arrêta, perdu dans ses pensées, et resta figé debout au même endroit, de l'aube jusqu'à midi. La rumeur commença à courir que Socrate était là en train de penser depuis des heures. Le soir, les gens se rassemblèrent autour de lui, apportant leur couchage, afin de le regarder penser. Il resta là jusqu'au lendemain matin, fit une prière au soleil, puis s'en alla. Mais la belle assurance d'Athènes va être ébranlée par sa défaite face aux Spartiates. La démocratie est maintenue, mais le sentiment d'invincibilité des Athéniens a disparu. C'est dans ce contexte que naît le petit Aristote en 384 avant Jésus-Christ dans la ville macédonienne de Stagir. La démocratie continue de susciter l'enthousiasme des foules, mais les certitudes des années précédentes commencent à être remises en question. Nous ne savons pas grand-chose de la vie privée d'Aristote. Tout cela remonte quand même à près de 2400 ans. Nous savons qu'il était probablement marié, ce qui ne nous dit rien de ses goûts sexuels. Quelles étaient ses passions, ses plats préférés? Nous n'en savons rien. Cela peut paraître bizarre, d'autant plus que les péplums hollywoodiens ne sont jamais avares de détails sur la vie intime des héros antiques. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? C'est à cause de Platon. J'ai travaillé toute la nuit et je n'arrive pas à faire d'aussi beaux triangles que lui. Je ne serai jamais le plus grand philosophe d'Athènes. Mais si, mon Aristote, mais si. Si seulement tu arrêtais 2 minutes de t'interroger sur l'universalité du principe du changement au sein des êtres pour me regarder de temps en temps, tu comprendrais combien je t'aime. Ce que nous savons de façon à peu près certaine, c'est que le père d'Aristote s'appelait Nicomaque et qu'il était le médecin personnel du roi Amintas III de Macédoine. Une famille aisée donc. Nicomaque est mort alors qu'Aristote était encore petit. À 17 ans, son tuteur l'envoie faire ses études à Athènes, dans une école qui vient d'ouvrir baptisée l'Académie, et que dirige le plus célèbre disciple de Socrate, Platon. Malheureusement pour Platon, on ne sait pas du tout quelle tête il avait. On le représente donc habituellement tel qu'on imagine les philosophes grecs, vieux et chauve avec une longue barbe hirsute. Avec une tête pareille, on verrait plutôt le grand génie assis sur un banc public en train de délirer. La perception est une forme de réalité qu'on ne comprendra jamais. Elle m'a quitté, la salope. En plus, si ça se trouve, elle a peut-être jamais existé. Platon méprisait totalement les gens qui travaillaient et qui étaient donc accaparés par la trivialité du quotidien. Il était sans pitié pour eux, surtout s'ils cherchaient à s'intéresser à la philosophie. Ils sont pareils à un petit malfrat au crâne chauve, à peine sorti de prison, qui est passé au bain et a mis ses beaux habits pour épouser la fille de son maître. Comment une telle union pourrait-elle produire autre chose que de méprisables bâtards? Un point de vue tellement en avance sur son temps qu'il faudra attendre notre cher Philippe, duc d'Édimbourg, pour qu'il soit de nouveau exprimé. Ce qui intéressait essentiellement Aristote chez Platon, c'était son étude de la perception que nous avons du caractère unique des choses. Platon estimait par exemple que la notion de lit nous permettait de reconnaître un lit, quel qu'il soit, même si celui-ci était complètement différent de ceux que nous avions vus auparavant. En fait, dans la réalité, il n'y a pas deux lits identiques. Qu'est-ce qui fait qu'un objet donné est un lit ? Platon considérait qu'il devait exister quelque chose, un ensemble de règles définissant le lit idéal. Mais que ce lit idéal, qu'il appelait la forme du lit, n'existait pas dans le monde matériel et n'était qu'un concept invisible. En résumé, on peut imaginer le lit parfait, mais pas question d'y piquer un roupillon. Même chose pour tous les concepts. La perception du beau, selon Platon, n'est pas la même pour tout le monde. Mais il doit bien exister une notion de beauté intrinsèque, parfaite, à l'état de pur concept. Platon estime que le monde que nous voyons n'est qu'une copie imparfaite d'un monde conceptuel, qui n'est accessible qu'à ceux qui sont prêts à consacrer leur vie à la contemplation et à la philosophie.
Pendant 10 ans, Aristote a été considéré comme l'élève le plus brillant de Platon. Mais peut-être y a-t-il eu de l'eau dans le gaz entre les deux hommes. Car à la mort du maître en 347 avant Jésus-Christ, Aristote voit le poste de directeur de l'académie lui passer sous le nez. Le jeune homme n'arrivait pas à se faire à l'idée que les choses les plus importantes de l'univers en étaient tout simplement absentes. Pour lui, rien ne pouvait exister uniquement sous forme de concept, sans support concret. Il ne pouvait pas y avoir de beauté, par exemple, sans objet réel susceptible de la matérialiser. Un beau lit, un beau chat, une belle fleur, d'accord, mais la beauté tout court, non. En total désaccord avec son maître, Aristote prend donc une décision. Adieu Platon et ses formes qui ne mènent à rien. C'est du vent, c'est creux, c'est la. Ayant ainsi décidé de s'intéresser aux choses telles qu'elles existent vraiment, Aristote est contraint de quitter Athènes. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, me direz-vous. C'est effectivement ce que diraient les gens de la génération de mes parents. Si Platon leur avait demandé pourquoi ils considéraient tel objet comme un lit, ils auraient répondu « parce que c'en est un ». Et si vous leur aviez demandé où étaient les pyramides, ils vous auraient dit « là où vous les avez mises ». Aristote ayant rejeté le principe selon lequel la mécanique de l'univers échapperait à notre compréhension, il va maintenant chercher à expliquer le fonctionnement de tout ce qui l'entoure. Il va passer plusieurs années en Asie mineure, étudiant et classifiant quelques 500 espèces animales, analysant les différents systèmes de gouvernement, élaborant des théories sur le mouvement des planètes et dressant la liste de tous les champions olympiques. La cité où il s'est installé est malheureusement prise par les Perses et Aristote est de nouveau obligé de déménager. Il aurait peut-être pu continuer à enseigner sous la domination des Perses, mais il a visiblement préféré donner sa démission. Ils ont dû lui coller un inspecteur d'académie à demeure au fond de sa classe, vendre à des promoteurs les terrains de sport sur lesquels s'entraînaient les athlètes olympiques et instituer 1 heure d'esclavage obligatoire pour tous les agrégés. Et après, on s'étonne de ne plus trouver de prof. Aristote, lui, obtient sa mutation à Mytilène, où il aura notamment comme élève un certain Legrand, Alexandre. De retour à Athènes, il y fonde sa propre école, le lycée, à l'endroit où nous nous trouvons. Il fait manifestement concurrence à l'académie voisine. Mais vous savez comment sont les parents, quand il en va de l'avenir de leurs enfants. Oui, c'est vrai, le lycée est un peu plus loin, derrière le Parthénon, mais l'établissement a une excellente réputation, et les profs sont extra. Et tous les matins, ils y emmènent leurs gamins sur des chevaux énormes qui prennent toute la route. Aristote faisait cours en marchant, emmenant tous ses élèves à sa suite, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du lycée, ce qui devait créer une belle pagaille dans le quartier. Il donnait généralement 2 conférences par jour. La première, la plus approfondie, était destinée à ses disciples. Le soir, il présentait une version allégée, à l'intention du grand public, rompant ainsi avec l'idée platonicienne selon laquelle le commun des mortels était un être méprisable voué à l'ignorance la plus crasse. Pour démontrer qu'on ne pouvait pas nécessairement connaître la nature d'une chose en se lançant uniquement guidé par ses sens, Aristote fit une petite expérience. Il prit 2 récipients, l'un contenant un liquide blanc, l'autre un liquide noir. Puis il versa goutte à goutte un peu de liquide noir dans le liquide blanc, sans que cela change la couleur de ce dernier, du moins au début. Jusqu'à un certain stade, le liquide blanc gardait donc son aspect initial, alors que sa nature même avait changé. Il en conclut que toute matière était perpétuellement en évolution. D'où retour à la question fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est une chose et pas autre chose ? Une pomme reste-t-elle une pomme quand elle pourrit ? Quand exactement une organisation cesse-t-elle d'être ce qu'elle était ? À partir de quel moment devient-on quelqu'un d'autre ? Je suis un jour allé voir les Four Tops en concert. Le groupe ne comptait plus un seul des membres fondateurs. Ai-je vraiment vu les Four Tops ce jour-là ? Je n'en sais rien. Pour Aristote, toute chose est dotée d'une essence, d'un principe immanent d'organisation, qui est immuable et qui détermine son existence du début à la fin. Un être humain peut changer d'aspect ou de corpulence, mais il conserve toujours en lui quelque chose d'essentiel. Prenons un exemple au hasard, Noel Edmonds, animateur de radio, puis de télévision, chouchou des médias et électron libre de la politique britannique, il reste ce qu'il a toujours été, un sinistre bouffon. Aristote appliqua ses idées à la science.
En s'émancipant du principe selon lequel toute chose n'était que le reflet d'un dessein divin, il se mit à analyser le monde matériel, cherchant à mettre en évidence l'essence de chaque chose. Il établit pour commencer que toute matière était composée de 4 éléments. Le feu et l'air, qui avaient tendance par leur nature même à monter vers le ciel, et la terre et l'eau, qui avaient vocation à aller vers le bas. Il découvrit, en disséquant des poulets, que le cœur était la pièce centrale de l'organisme. Il s'intéressa à l'argent, un bon système selon lui, à condition que la somme versée corresponde à la quantité de travail consacrée à produire l'objet dont elle permet l'achat. Ce qui fait d'Aristote le père spirituel de Karl Marx. Les théories scientifiques d'Aristote n'ont pu être élaborées que parce qu'il refusait de croire que certains domaines n'étaient pas accessibles à la compréhension humaine. Il n'a donc pas hésité à étendre son étude au-delà du champ de la nature pour s'intéresser à ce qu'il appelait l'éthique. Il a notamment cherché à montrer que l'homme pouvait être vertueux, prudent et magnanime. Notons cependant que la traduction du grec peut parfois prêter à confusion. C'est le cas dans un chapitre qu'il consacre à ce que l'on appelle aujourd'hui les comportements antisociaux. Il emploie pour les décrire le terme d'incontinence, expliquant par exemple « L'incontinent fait le mal parce qu'il en a envie ». Une grande partie de son œuvre sur l'éthique traite de l'amitié. Le comportement idéal doit être dicté par une quête du bien souverain. Dans chaque situation, explique Aristote, l'être est confronté à 3 dispositions, 2 mauvaises, une bonne. Toute vertu est pour lui la moyenne entre 2 vices, et il cite de nombreux exemples à l'appui. Ainsi, en matière de conversation, entre les 2 excès, bouffonnerie d'un côté, ennui mortel de l'autre, la verve spirituelle représente la bonne mesure. La trinité aristotélicienne n'a parfois rien d'original. Dans le cas de l'ambition, par exemple, où le grand philosophe distingue le trop ambitieux, le pas assez ambitieux, et l'ambitieux juste comme il faut. Facile, me direz-vous. C'est comme la purée. Elle peut être trop chaude, trop froide ou à la bonne température. N'empêche que ce genre d'approche a permis à Aristote d'écrire le premier manuel de savoir-vivre de l'histoire de l'humanité. Involontairement, l'un des corollaires de la pensée éthique d'Aristote est que tel ou tel comportement est plus ou moins acceptable selon le rang qu'on occupe dans la société. Aristote condamne ainsi la décadence des riches, qu'il juge licencieux, et déclare « Il n'est pas aisé pour un humaniste d'être riche, car il ne se soucie guère d'accumuler ou de conserver son argent. » Aristote semble avoir bien cerné la nature des riches, comme le montre cet exemple qu'il cite dans l'un de ses ouvrages. Denis l'Ancien fit venir un harpiste lui promettant de le payer à l'aune de la qualité de sa prestation. Mais le lendemain matin, lorsque le harpiste vint réclamer son dû, le tyran lui répondit qu'il l'avait déjà rétribué par le plaisir qu'il avait éprouvé en pensant à tout l'argent qu'il pensait avoir gagné. Aristote dénonce la décadence des riches, mais il n'est guère plus tendre avec la façon de vivre des pauvres. Il dit ainsi des travailleurs manuels : ils mènent une existence méprisable, et il n'y a jamais de place pour l'excellence dans ce qu'entreprennent ces gens-là. Pire, au hasard de ses belles pensées philosophiques, il n'hésite pas à déclarer « Un homme ne peut guère être heureux s'il est laid. » On voit donc bien que toutes les idées du philosophe s'organisent autour d'un grand principe, à savoir que toute chose et tout être possède une essence qui lui est propre et qui conditionne son évolution. On peut très bien étudier l'univers, les étoiles, les comportements humains, les animaux ou l'équipe vainqueur du 4 x 100 mètres, mais pas les modifier, dans la mesure où les êtres et les choses jouent inéluctablement le rôle auquel la nature les a destinés. Et pour Aristote, dans la société athénienne, les citoyens naturellement les plus louables sont les petits paysans et les gens de conditions modestes. L'accent mis par le philosophe sur la nécessité d'opter pour la modération entre 2 comportements extrêmes traduit bien, je crois, l'idée qu'il se faisait de l'homme idéal, comme appartenant aux couches moyennes, peu enclines selon lui aux excès. C'est la raison pour laquelle il s'était fait à Athènes l'apôtre de la modération. Les Athéniens avaient besoin d'un code de conduite. Ils avaient bien des tribunaux, mais pas de droit écrit. Notre pauvre harpiste n'avait aucun moyen d'attaquer en justice Denis l'Ancien. Et vous n'aviez aucune chance de rencontrer dans les rues de la cité un avocat vous demandant « Excusez-moi, avez-vous récemment été victime d'un accident ?» L'éthique d'Aristote constituait une tentative visant à doter d'un code moral et légal une société idéalement tempérée. Les idées du philosophe sont clairement exprimées dans ce qui n'était à l'origine qu'une note au sein de son œuvre générale, mais a fini par constituer son plus célèbre traité de politique. Il s'intéresse pour commencer à l'esclavage. Le
terme utilisé pour désigner un esclave dans la Grèce antique signifiait littéralement « instrument doué de la parole ». Un esclave n'avait pas le droit de respirer sans autorisation. Le philosophe Posidonius nous apprend qu'une esclave qui accouche peut très bien retravailler le jour même. Quelle aubaine pour les bourgeoises modernes perpétuellement débordées. Comme la nature est bien faite. Nous voulions donner sa journée à la bonne pour son accouchement, mais je suis tombé sur un livre de Posidonius qui dit que, philosophiquement parlant, c'est beaucoup mieux qu'elle fasse le parquet ce jour-là. Il faut aussi savoir que le témoignage d'un esclave n'était pas recevable devant les tribunaux, sauf si celui-ci avait été torturé au préalable. À noter que s'il avait été trop abîmé par ses tortionnaires, son maître avait droit à une indemnité. Aristote justifie l'esclavage en disant que c'est une chose toute naturelle, qui est dans l'intérêt de tous, dès l'instant où chacun accepte de jouer le rôle que la nature lui a attribué. Certains sont destinés par la nature à être seigneurs et maîtres, tandis que d'autres, qui ne sont aptes qu'au travail manuel, sont par essence des esclaves. Preuve de ce qu'il avance. Il est également dans le dessein de la nature de distinguer jusque dans leur physique les hommes libres des esclaves. Ces derniers sont généralement d'une force qui convient à leur emploi, tandis que le port altier des premiers les rend impropres à toute tâche servile. Très pratique. Je vous donnerais bien un coup de main, mais mon port altier m'en empêche. Dans son traité de politique, Aristote cherche à appliquer sa pensée au gouvernement d'Athènes. Il s'efforce donc de déterminer l'état naturel de chacun et les mécanismes permettant de maintenir tout le monde à sa place. Selon lui, la femme est comme l'esclave, un être inférieur qui doit se contenter du rôle que la nature lui a attribué. Pour être juste, rappelons quand même qu'il approuve le poète Hésiode lorsque celui-ci déclare que pour créer un foyer, un homme a besoin d'abord d'une maison, puis d'une femme, enfin d'un bœuf. Aristote poursuit en disant « La femme doit se marier vers l'âge de 18 ans et l'homme vers 37 ans, afin que leur pouvoir de procréation décline ensuite simultanément. » On notera avec intérêt qu'il avait environ 37 ans lorsqu'il a écrit ces lignes. Salut les filles! Pas mal. Aristote estimait en outre que les bébés devaient être conçus en hiver, les vents du Nord fortifiant ainsi leur organisme. On imagine les fiers-à-bras de l'époque. Moi, mon pote, j'ai été conçu en pleine tempête de neige. Mais en politique comme en éthique, s'il ne voit rien à redire à l'esclavage et au statut inférieur de la femme, il n'a pas de mot assez dur pour les riches. Certains pensent que le but unique de leur existence est d'accroître leur fortune sans limite. Ils transforment toute qualité et tout talent en un moyen de s'enrichir, ne cherchant qu'à vivre et non à vivre bien. Il convient donc d'avoir toujours à l'œil le groupe social le plus prospère du moment et de ne laisser personne trop s'élever au-dessus des masses. Les pauvres sont totalement inaptes au pouvoir car ils sont jaloux des riches et ne peuvent donc pas gouverner équitablement. Mais les riches n'en sont pas plus capables, car ils cherchent surtout à préserver leur fortune. Pour Aristote, la solution est de tout faire pour renforcer la classe moyenne, afin de mettre fin aux dissensions engendrées par les inégalités. Comme pour l'éthique, il faut bien se rendre compte qu'il ne s'agit pas là d'une classe moyenne au sens où nous l'entendons aujourd'hui. N'allez pas imaginer des bobos athéniens branchés d'écho, omnubilés par les travaux en cours dans leur appartement. Horreur! Il y a de la poussière partout, on a viré les colonnes et les statues. Certaines des idées d'Aristote peuvent nous sembler bizarres, mais ce qui est extraordinaire, c'est que d'autres n'aient rien perdu de leur pertinence. Quand on pense qu'elles ont été formulées il y a 2400 ans, à une époque où les gens croyaient aux oracles, ces organismes qui vous permettaient de demander conseil aux dieux par l'intermédiaire d'une prêtresse spécialisée, qui vous transmettait la réponse à charge pour vous de la décrypter. Aristote vivait dans une société dominée dans tous ses aspects par le monde spirituel. Les aliments, le statut social, la biologie, l'astronomie étaient autant de domaines que l'on croyait régis par des décrets divins. Ce qui est extraordinaire, c'est que sa théorie de l'univers a fait autorité jusqu'au XVIe siècle de notre ère, et son travail de classification des espèces jusqu'au XVIIIe siècle. Quant à sa connaissance des noms des champions olympiques, elle est restée inégalée jusqu'au XXe siècle. Jamie Bosch. Yes, the flamboyant. La pensée d'Aristote a également été conditionnée par le fait qu'Athènes devait toujours être prête à la guerre. Une exigence qui influence sa réflexion sur tous les sujets, même la musique. L'apprentissage de la musique ne doit pas se faire au détriment du corps, rendant celui-ci impropre à l'exercice militaire. Il met notamment en garde contre la flûte. Il est une autre raison de proscrire la flûte, car il s'agit d'un instrument qui exprime non pas la force morale, mais un certain état orgiaque. Et il y en a vraiment qui cachent bien leur jeu.
Après des années de déclin, Athènes finit par tomber entre les mains des Macédoniens. Mais à la mort d'Alexandre le Grand, on va assister à une réaction anti-macédonienne du genre « Ouais, ils nous envahissent. En philo, c'est eux qui prennent tout le boulot. » Aristote est accusé d'impiété, comme l'avait été avant lui Socrate, pour qui l'affaire s'était mal terminée. Il décide donc de quitter une nouvelle fois Athènes. Il part, mais il a révolutionné la pensée, qui n'est plus désormais une simple quête théorique, mais une démarche appliquée, permettant de comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne et comment nous devons nous comporter pour vivre en harmonie avec notre environnement. Je me demande ce qu'il aurait dit s'il avait vu ce prof américain que j'ai croisé ici ce matin et qui déclarait à ses étudiants en montrant les vestiges d'un édifice qui a abrité l'un des premiers tribunaux de l'histoire de l'humanité et dans lequel siégeaient quelques 500 jurés. J'aimerais surtout attirer votre attention sur l'irrégularité de l'alternance des triglyphes et des métopes. Je regrette de ne pas être allé le voir pour lui dire « On s'en fout, c'est pas l'essentiel !» L'essentiel, c'est que nous nous trouvons dans un endroit où notre civilisation a fait ses premiers pas, où elle a connu ses premiers débats démocratiques, ses premières discussions juridiques. Et si les triglyphes n'alternent pas parfaitement avec les métopes, c'est peut-être parce que ce jour-là, le maçon était pressé de partir pour aller voir les Jeux Olympiques. Aristote meurt un an après son départ d'Athènes. Les cités grecques finiront par tomber sous la domination romaine. Les nouveaux maîtres du monde tenaient cependant les philosophes grecs en grande estime, et ils traduisirent leurs œuvres en latin. Aristote eut ensuite une profonde influence sur la pensée musulmane et ses idées furent également adoptées avec enthousiasme par l'Église catholique. Le Vatican décréta même officiellement que sa vision du monde était la seule qu'il convenait d'enseigner. L'idée d'Aristote selon laquelle chacun devait rester à la place que lui avait assignée Dieu a fait un tabac. D'autres aspects de sa pensée ont en revanche été occultés, sa condamnation de l'enrichissement excessif par exemple. La qualité la plus remarquable d'Aristote reste peut-être sa propension à tout remettre en question, à ne jamais accepter les choses passivement sous prétexte que c'est comme ça ou que c'est la loi. Et comme Aristote considérait que tous les éléments de l'univers étaient liés entre eux, s'interroger sur une chose l'amenait à s'interroger sur tout un ensemble de choses. Comment aurait-il pu survivre dans notre société actuelle où avoir des idées est plutôt considéré comme un handicap ? Si vous voulez réussir en politique, mieux vaut ne pas avoir d'opinion, ça vous évite d'avoir à en changer. Et si vous rêvez d'être une star, commencez par faire le vide dans votre petite tête. Pour Aristote, l'éducation était une valeur essentielle dans la mesure où il était légitime que l'homme s'interroge. Or, à l'heure actuelle, l'éducation semble essentiellement se résumer à la mémorisation de faits et à une accumulation de tests. Comme cette prof qui, paraît-il, a demandé un jour à ses élèves « Allez, qui peut répondre à ma question ? Comment sont arrivés les Vikings ? Allez, on a vu ça hier. » Un gamin a répondu « En bateau ? Non. Sur des dracars ? Non, écoutez, on a vu ça hier. En horde, ils sont arrivés en horde. » Et qu'aurait pensé Aristote d'un système éducatif qui n'encourage pas la curiosité et où pratiquement chaque programme doit être sponsorisé. Un système dans lequel bientôt, quand un prof demandera à un élève combien font 2 et 2 et que l'élève répondra 4, il le reprendra en lui disant « Il faut donner la réponse complète. 4 grâce aux montres Accurist, notre sponsor. » Dion stood Will of his own free will on half a pint of shandy was particularly ill. Plato, they say, could stick it away. Half a grade of whiskey every day. Aristotle was a bagger for the bottle. Alf was fond of his dram. And Rennie Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thinker, but a bugger when he's pissed.